Le livre La raison par Maschio Jean-Luc. Je voudrais vous faire part de mon désir d'écrire un livre, mais il faut savoir que je suis dyslexique, que j'ai beaucoup de problèmes avec l'écriture, alors je veux remercier les personnes qui ont bien voulu me le corriger. Note au lecteur, cet ouvrage qui est La raison, j'ai voulu le penser différemment, comme si nous étions dans un échange. J'ai tenté de conserver dans la mesure du possible des phrases simples et le fait de pouvoir passer avec simplicité d'une chose à une autre. Une division de texte par titre, chapitre, qui font des séquences de ma vie, délimitées mais fortes. Pour que vous n'y trouvez point de longueur de texte, mais plutôt poursuivre avec l'envie de savoir où cela vous mène. Comme si tout s'était passé hier, des photos, des dates, je n'arrive toujours pas à y croire. C'est comme se mentir, changer du réel en illusion, se leurrer la mémoire, puis se regarder dans le miroir. Attendez, je ne suis pas là pour me plaindre, vous n'avez rien à craindre. Ma vie m'a tellement gâté qu'aujourd'hui j'ai du mal que le passé s'efface. Comme le dit une chanteuse si célèbre, quand on vit trop haut, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Vous verrez que moi-même j'ai été l'instigateur de ma descente aux enfers, si vous me permettez l'expression. Je vous convie donc à me suivre au centre de mon tourment, pour bien comprendre que l'on peut trouver des réponses et qu'il faut garder espoir, car le mal qui nous habite n'est pas défini. Il peut y avoir 1000 rebondissements. Alors je vous emmène avec moi, laissez-moi être votre guide. Je vous dédicace ce livre afin que cet ouvrage vous mette en réelle harmonie avec l'autre, pour une vie de bonheur. Avant-propos. Dans mes écrits, je vous fais part de mes émotions, qui me mettent nu face à moi-même. Je prends conscience de ma vie et de ce que j'en ai fait. J'ai dû perdre le nord à un moment, pour ne pas avoir vu ce qui était important. S'il m'était possible de réparer mes erreurs, je remonterais dans le temps pour corriger mon attitude. C'est comme ressentir une sensation que les dés sont jetés, l'impression à peine de pouvoir m'y faire et de devoir laisser ma place. Pouvoir être avec elle, même ne rien lui dire, juste la regarder et tenter de lui faire comprendre. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. C'est pas grand-chose, mais c'est caresser l'espoir de ce moment, en faire que cet instant reste immortel, comprendre que je l'aime, au point que je sais que je serais perdu sans elle. J'enferme ma vie dans son silence. Pourquoi faut-il en arriver à des extrêmes pour se rendre compte? Je ne suis pas si fier de ça. De ce que je suis, ne m'en veux pas. J'engage des pensées que j'enferme de telle manière pour qu'elles se perdent, pour oublier que je t'ai fait mal. J'ai voulu écrire avec mes mots des phrases simples, qui sont juste le reflet de ma vie. L'amour que j'ai pour elle est ma vraie destinée. Je ne trouve pas un sens à ma vie seule. J'ai compris que c'est avec elle que cela prend un sens. Je sais que l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. J'ai compris que le plus difficile n'était pas de laisser partir, mais plutôt d'apprendre à recommencer. Peut-on imaginer un seul instant que l'amour ne meurt jamais de mort naturelle? On fait ça parce qu'on ignore comment remplir à nouveau la source. La cause de sa mort est notre lassitude, nos erreurs, nos trahisons. L'amour meurt à cause de la blessure. J'en ai pris conscience, mais j'espère pas trop tard. On m'a toujours dit « vaut mieux tard que jamais ». J'ai écrit cet ouvrage inspiré par Princesse, pour ne pas oublier. Introduction. Je vais vous dire pourquoi, comment, je vais pouvoir vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Comment j'ai pu écrire mon histoire avec beaucoup de détails. Ce que je m'apprête à vous raconter m'est arrivé il y a déjà quelques années. J'ai envie de vous dire qui je suis. Alors, on va commencer par le fait que je suis médium, je vois l'invisible. J'ai la faculté donc de voir, de parler, et même d'entendre des anges, mais aussi des personnes décédées. Je viens en aide aux gens qui ont besoin d'obtenir des réponses, et c'est ainsi que je peux leur donner des conseils et même des avertissements pour avancer et comprendre leurs erreurs du passé. Pour être clair, je ne demande pas d'argent aux personnes qui viennent à moi.
Alors, grâce aux anges et aux autres qui me parlent, je vais vous raconter mon histoire. Les archanges ont aussi donné l'inspiration. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, l'archange Jophiel, qui me donne la chance d'embellir mes pensées, de voir la beauté et de pouvoir ôter le négatif. C'est important pour moi de garder une vision objective pour ne pas être dans l'illusion, voir la réalité est aussi réelle quelle que soit. L'archange Métatron, lui, me donne la force d'affronter ma vie et de pouvoir avancer en me montrant les détails. J'ai donc appris à observer les petits détails qui la différencient. Il a la faculté d'être à 1000 endroits et de pouvoir apporter son aide à tous. Bien entendu, c'est la même chose pour tous les archanges. Ils m'ont apporté leur soutien. L'archange Raziel apporte le pouvoir de déverrouiller ce que l'on oublie, libère aussi les peurs, les doutes et les mystères. L'archange Gabriel, lui, me souffle les messages et ouvre mon esprit pour pouvoir être à mon tour un transmetteur. Les archanges correspondant à princesse. L'archange Uriel lui apporte la sagesse et l'éveil à l'intelligence intuitive. Son acte est si fin et si subtil que l'on a l'impression de croire en la chance. L'archange Sandalphon, qui est le frère jumeau de l'archange Métatron. Il lui donne le pouvoir de la création, une grande capacité d'ancrage avec un lieu. Il est dit qu'il est si proche de Dieu qu'il lui transmet directement nos vœux. L'archange Gabriel lui insuffle les messages et lui ouvre l'esprit. Il est le transmetteur qui donne la créativité qui s'impose à l'artiste. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec ces archanges de princesse. Ils n'étaient pas obligés d'avoir des réponses à mes questions, mais pourtant, ils l'ont fait. Chapitre 1. Un jour où je me trouvais dans mes pensées profondes, où je ressentais 1000 choses m'envahir, j'ai entendu une voix au-dessus de mon épaule qui m'a parlé. À ce moment-là, on peut dire que ce fut le début de notre collaboration. J'ai entendu ces mots. Commence par faire ce qui est nécessaire, tu verras ce qui est possible, et enfin tu pourras avancer dans ce que tu peux faire. Étonné que l'on me parle sur le sujet de ma vie, vu que la plupart du temps, c'est pour les autres que l'on vient à moi, j'ai répondu. Comment ? Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Oui, bien sûr, j'avoue que sur le moment, mon cœur a été envahi par 1000 pensées, et j'ai été submergé par mes émotions. Sans pouvoir les contrôler, ces émotions m'envahissant, j'ai senti de douces larmes couler sur ma joue. La voix me dit « Pourquoi pleures-tu, mon garçon ?» Pour être honnête, mes larmes s'intensifient, se mélangent à l'envie de poser 1000 questions. Vraiment, je me suis senti comme béni, comme si j'avais reçu l'approbation. Alors, j'ai répondu que chacune de mes larmes était des pensées agréables, ces pensées auxquelles j'ai donné une valeur pour ne pas oublier. Car je sais que le temps qui passe fait que l'on finira par oublier. Même si le cœur veut y croire, la mémoire, elle, parfois nous joue des tours. Merci d'être aujourd'hui à mes côtés, dans cette aventure. Même si j'étais tourmenté, moi qui ai déjà du mal à me relire, donc écrire un livre sur l'histoire de ma vie. Alors l'archange Raziel me dit « Le pardon ne change pas l'avenir, bien sûr, mais permet de l'élargir cet avenir. » Comment puis-je vous dire avec mes mots ce ressenti, comme un contrat passé avec Dieu, relié par des anges, pour me donner la possibilité de faire un livre? Cela peut vous paraître gros ou invraisemblable, mais pour ceux qui me connaissent, ils sauront dire que c'est la vérité. Voilà, j'ai eu la chance que peu d'entre nous ont, le privilège de pouvoir avoir une conversation avec des anges. Je voulais leur poser 1000 questions. J'allais ouvrir la bouche et dire, mais on m'a coupé, en me disant, chaque chose en son temps, reste à l'essentiel, ne va pas plus vite que nécessaire.
on te donnera la mesure pour ne pas trop t'écarter de la vérité. Impulsif dans mon questionnement, ils m'ont affirmé que la vie était un grand échiquier, que l'on a l'illusion de pouvoir avancer nos pions, mais qu'en vérité, c'est nous les pions, et que le choix, on ne l'a pas vraiment. Un peu ébranlé par ce qu'il venait de me dire, je lui posa la question. Il n'y a pas de libre arbitre alors? Il eut un silence, comme s'il en avait trop dit. J'ai répété ma question. J'ai eu l'impression qu'il a pris des gants pour répondre. Un peu hésitant, il a commencé par m'expliquer qu'il est possible de faire des choix. M'a aussi expliqué qu'on avait le droit de perdre du temps, que si on prenait telle ou telle porte, c'était juste pour contourner les obstacles, mais qu'à la vérité, on revient toujours à un moment sur notre destinée. Et il a conclu en me disant « On vient bien voir les médiums pour qu'ils puissent nous lire l'avenir, puisqu'elle est déjà écrite. » Alors c'est ainsi que j'ai compris que je pourrais dire tout ce qui s'est passé, avec une grande justesse, avoir la possibilité d'être guidé sur le chemin du passé et de voir les images venir, me permettra de vous raconter mon histoire. J'étais arrivé avec le temps à faire comme si c'était normal, que je méritais ce qui m'arrive. En réalité, je pense aujourd'hui avoir une chance. Si les anges se sont posés pour que je puisse écrire mon histoire, revoir ma vie, pour comprendre où j'ai fait mes erreurs, que je puisse en faire un livre, c'est qu'ils savaient que rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre. Pour revenir un instant sur le pourquoi et comment, je cherche des réponses à mes questions. Je suis tourmenté par ma prise de conscience du mal que je suis capable de faire et inconsciemment d'attirer à moi. La plupart du temps, on ne voit pas non plus le mal que l'on nous fait, ou alors un peu trop tard. Ma prise de conscience fait que je ressens en moi un mélange d'envie, de colère et à la fois la peur de perdre à trop vouloir. On est jugé par le regard des autres, ils ont tendance à nous cataloguer et à nous mettre dans des listes. Je ne suis pas de nature pessimiste, j'aime à me dire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, voir le meilleur qui se cache en chacun de nous. J'arrive à optimiser mes pensées en passant au-dessus du mal que l'on me fait. Cela vient du besoin de garder l'image du bonheur, de me dire que sur mon chemin, même si il est tortueux aujourd'hui, sera composé plus tard de rire et de joie. Possible que je me trompe, que je vis dans le monde des bisounours, ou que je crois qu'il y a du bon en chacun de nous. Comme autant je ne suis pas vraiment bon, je peux dire que je n'ai pas eu toujours des attitudes ni des comportements vraiment corrects dans mon passé. J'explique mes propos. Je restais toujours dans la légalité et je m'en suis jamais éloigné. Pour vous prouver que je ne suis pas un menteur, je mets à plat dans mon livre celui que j'étais dans une autre vie. Cela vous aidera peut-être à comprendre certaines choses. Alors remontons un peu dans ce que fut ma vie passée. Je mets aucune excuse, juste que je ne connaissais rien aux sentiments. Je ne me trouvais pas, alors j'étais en quête d'attention. Je passais mon temps à me chercher dans les bras de femmes, peu importe leur âge. C'était juste des moments volés. Quel doux euphémisme direz-vous qu'alors juste avant, je clamais mon innocence. J'avoue avoir eu besoin de pousser mes limites alors que je pouvais avoir une vie équilibrée en famille. Mais cela ne me suffisait pas. Il fallait que je plaise toujours, ce besoin de séduire. Je n'insinue en aucun cas que j'étais un canon, non, on va dire juste que j'étais pas mal. Je trouvais fascinant le pouvoir que l'on a sur l'autre de se faire aimer, sans éprouver le besoin de le rendre. L'image du jeu de l'amour, bien entendu purement sexuel. Pour certains ou certaines, cela est plus facile que d'autres, d'avoir une relation sans aucune forme de sentiment ni d'amour. Je faisais moi-même partie de ces gens-là. Je n'éprouvais aucune difficulté à passer d'une femme à une autre, aucune gêne et aucun état d'âme. Comment comprendre qu'il soit si facile de jouer de la personne
sans qu'elle s'en rende compte. Posons-nous la question de ce que nous sommes vraiment. Et surtout, avez-vous envie de le savoir? Alors je pense que la plupart d'entre vous diront que je ne suis pas logique, que je dois être un manipulateur. Mais n'est-ce pas vous qui vous mentez? Ou qui vous cachez derrière une drôle de façon d'être? Moi je pense que si on ne me questionne pas directement, pourquoi irais-je dire une chose pour faire du mal, alors que l'on ne me l'a jamais demandé? Un déni par omission qui fait effet d'affabulation. Expliquer, tourner, chercher. Pourquoi en arriver là? Un mensonge par advertence sert et a effet de protéger l'autre de la souffrance. Et pour ceux qui disent il ment, pourquoi dirais-je une chose que l'autre n'a pas envie d'entendre? Bien sûr que l'on doit être honnête l'un envers l'autre, mais aussi garder un jardin secret. Il est bon de pouvoir aussi se protéger, car on n'est pas à l'abri de la colère de l'autre, ni de sa jalousie, puisqu'elle fait partie de chacun d'entre nous. Et certains ont une jalousie maladive. Alors, pour ceux qui sont possessifs, c'est pire. Donc, qui je suis? Un ange ou un démon? Je vous invite à me suivre sur la Bible de l'amour. Il y a des règles que je veux mettre en avant, car je pense que la plupart d'entre nous, à un certain moment, oublient de tenir la promesse que nous nous sommes faites à nous-mêmes. Le plus fort, c'est que l'on arrive soi-même à transgresser ce que l'on ne voudrait pas faire juste par habitude. La règle numéro 1. Je ne dois pas vivre avec mon téléphone. Et là, je pense toucher beaucoup d'entre vous. Il est important de savoir le poser et de pouvoir vivre le moment que l'on a. Si on est ensemble, on doit en profiter. Vous voyez que sans vous en rendre compte, par habitude, on reprend chacun son téléphone et on n'échange plus rien. Règle numéro 2. Pour ceux qui parlent bien, je ne dis pas ça pour les beaux parleurs, mais plutôt pour ceux qui arrivent à communiquer, ceux qui ont un besoin d'exprimer par des mots, qui ont de belles discussions sans fin, où l'on peut parler de tout et de rien. Cela, continuez à communiquer, afin qu'il n'y ait pas de moment de silence. Je vous conseille de ne jamais oublier que vous êtes deux, car après, c'est dur de réparer quand l'autre se mure dans le silence et en souffre. Troisième règle, on ne doit pas mentir, être honnête avec sa ou son partenaire. C'est fondamental. Le respect est un sentiment de plénitude, qui veut dire ne pas jouer avec les sentiments de l'autre. Là, je peux vous conseiller de bien vous écouter au début d'une relation, car c'est à ce moment que les mots vont vous parler. Et je veux vous assurer qu'ils sont révélateurs de la personne qu'il y a en face de vous. Règle numéro 4. Pour ceux qui sont toujours bien propres sur eux, je ne veux pas dire qu'on est sale, et peu importe comment vous vous habillez, juste qu'il faut faire attention à soi, que l'on sente bon ou que l'on soit bien habillé. La règle est la suivante. On est beau car on veut plaire, bien sûr au début, mais qu'au début. Forcément un jour, on vous voit en survêtement, pas coiffé, mal rasé, au masculin. Au féminin, on est belle au début, puis seulement pour sortir, et plus pour le partenaire. Règle numéro 5. Pourquoi vouloir être ce que vous n'êtes pas? Ne changez pas pour plaire à l'autre. Ne dites pas les mots qui ne sont pas vous. Ne vous cachez pas derrière un faux visage. Ne montrez pas de fausses images. Soyez vous-même. Lorsque le naturel revient, la surprise est grande et la chute est lourde. La règle numéro 6. On va pas toucher beaucoup de monde, j'espère, mais quand on commence à parler d'argent, les choses changent. Pour tous ceux qui ont des oursins dans les poches ou un cadenas à leur porte-monnaie, et qui font comme si tout allait bien. Et un jour, il n'y a plus rien, du style « j'ai un truc à payer ce mois-ci » ou « je peux pas, tu peux régler, moi je le ferai la prochaine fois ». La règle numéro 7. Pour revenir à l'essentiel, la règle numéro 7, tu ne tromperas pas. Avant d'aller voir si l'herbe est plus verte chez ton voisin, soit dans la communication, pour comprendre quel est le manque avant de regretter. Je pense que le dialogue est la solution à nos problèmes.
Il ne faut pas laisser s'installer entre nous de quiproquos, car nous irons droit dans le mur. On doit toujours penser que l'on est deux, et ne pas le perdre de vue. Faire les choses ensemble. Il faut voir plus loin, penser demain, pour pas se dire une fois que c'est trop tard, pourquoi? Vivre avec des regrets? Réflexion. Alors qui je suis? J'espère que vous verrez par ma façon de m'exprimer que je n'ai rien d'un mauvais garçon. Certains imagineront qu'il est possible que je sois une personne qui s'est tout simplement remis en question, et pour d'autres, un drôle de personnage. Pour le savoir, je vous invite à me lire. La plupart d'entre vous, je pense, vont se reconnaître. Il est dit qu'en chacun d'entre nous se cache un ange ou un démon. Il m'est difficile de répondre à toutes les questions qui défilent dans ma tête. Et pourtant, quoi que je fasse, les anges inondent ma mémoire pour exorciser celle-ci, par des mots qui me traversent l'esprit. Heureusement, les archanges m'ont apporté leur soutien. J'ai pu écrire ces pages pour raconter l'histoire de ma vie. Les archanges de princesse se sont mis au mien afin de me guider. Leur union m'a aidé à trouver les informations que j'ai enfouies minutieusement avec le temps. Et il est normal de vouloir tourner la page, de vouloir camoufler la douleur. Je comprends qu'en lisant, vous posez la question, il a pu remonter 7 ans en arrière dans ses pensées. Ok, il nous dit qu'il a été accompagné. Est vrai ou faux? Avons-nous la possibilité de justifier nos pensées? Non. Je serai comme vous, à penser qui fabule. J'espère arriver à vous captiver, car je pense vraiment avoir à vous raconter une histoire qui est différente des autres. Si mon livre se nomme ainsi, c'est parce qu'il est possible qu'il soit basé sur des faits réels. La raison, cela peut vous évoquer plus d'une forme de pensée. Une personne plus sage a dit « Peu importe les mots, car dans le contenu d'une phrase, il y a toujours le reflet de la vérité. Plonge-toi dans le sens de ces mots et tu sauras. Mais n'oubliez pas de garder un peu de recul. N'ayez pas le jugement trop hâtif, car il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous est différent. Je vais vous évoquer un point qui me paraît important, car j'ai entendu tant de choses. Vous, les pseudopsies, vous qui pensez savoir tout sur tout, attention à vos analyses. Si une personne ne rentre pas dans le cadre, mettons l'amour, c'est qu'elle a automatiquement un problème. Vous ne cherchez pas plus loin, et très vite, vous êtes dans le jugement, qui est bien sûr la plupart du temps erroné, car vous n'avez pas toutes les données. Si on devait faire une analyse, il faudrait déjà poser des questions, le pourquoi du comment, sa blessure, sa souffrance. Là, on pourrait avoir une base sur le comportement, et il nous serait plus approprié de faire une analyse. Alors prenons un exemple. Elle ou lui a du mal à communiquer. Directement, certains ont une réponse toute faite. C'est automatiquement la faute des parents, car ils n'ont pas dû lui donner la possibilité de s'épanouir. Ils l'ont empêché de parler. Telle est votre analyse. Ou alors, il y a autre chose et vous nous le détaillez. Comme second exemple, une personne abandonnée. Ce n'est pas pour autant qu'elle abandonne ses enfants ou qu'elle ne leur donnera pas d'amour. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Moi, je dis que j'ai du mal avec le mot aimer, car je trouve qu'il n'a plus de vraie valeur aujourd'hui. Mais attention, c'est juste une façon de vous dire qu'il y a un vrai mal-être dans notre société actuelle, que ce mot est mis à toutes les sauces. On m'a beaucoup critiqué du fait que je ne conçois pas ce mot. Je veux dire par là que les gens jouent, ils ne sont pas vraiment vrais dans leur agissement. Beaucoup ont ce mot à la bouche juste pour faire plaisir ou pour amadouer l'autre, car on veut telle ou telle chose. Mais où est l'amour là? J'ai entendu de drôles de phrases, du style « il y a dû avoir un problème étant enfant, avec sa mère ou son père. Ils ne lui ont pas donné assez d'amour. » Pardon? J'ai reçu un amour qui, je pense, a été normal, grandi comme tous les enfants, avec des câlins, des bisous, des sorties, des vacances en famille. Et même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup être avec mes deux parents, qui sont toujours ensemble. Et je me rends souvent chez eux pour déjeuner le midi
et passer du temps en leur compagnie. Voici ma réponse pour ces pseudopsies. Ils ont dit que finalement, cela signifiait l'inverse. Que faut-il penser? Trop, c'est pas bien, et pas assez non plus. En ce qui me concerne, j'ai mon opinion. C'est environ vers 6 ou 7 ans que l'on commence à avoir notre propre opinion et notre propre ressenti sur nos envies. On va s'épanouir et s'ouvrir à l'amour, aussi bien qu'en amitié, pour pouvoir recevoir et grandir. Certains plus facilement que d'autres, pour ceux qui ont du mal déjà à vivre leur enfance parce qu'ils se trouvent différents des autres, comme les enfants surdoués, attardés, timides et réservés. Ce n'est pas pour toutes ces raisons qu'ils ne savent pas aimer. Tout ça pour vous dire, quelle que soit la raison, chacun aime à sa façon, enfant ou adulte. On est d'accord, n'est-ce pas? Pour revenir sur toutes ces diversités particulières, beaucoup ont du mal à trouver leur place. Mais quand ils rencontrent l'amour, ils ne le laissent pas partir. Des fois, on croit être avec la bonne personne, aveuglé par l'amour, et on est trompé par l'apparence, par le charisme, par les belles paroles, alors que derrière tout cela se cache une certaine forme de violence. Comme quoi, bonne ou mauvaise éducation, cela n'empêche pas d'avoir le mal en soi, d'être méchant. Alors, je vous prie de ne pas être l'avocat du diable, avec un jugement trop hâtif, ou de me cataloguer comme vous avez envie de le faire, non? Apprenez que l'on peut être différent et à la fois avoir de belles qualités. N'oubliez pas que le mot aimer prend 1000 façons d'être. Il est plus facile de partager avec des actes que par des mots. Oui, car l'acte reste et on peut en retrouver des traces. L'amitié vit de ce sentiment si on le partage. Bien sûr qu'on peut trouver des personnes mal intentionnées qui se disent être amis, alors qu'en réalité, pour la plupart d'entre eux, ils sont dans la jalousie, ce qui engendre une parfaite illusion, destructive, qui se révèle au moment où on ne s'y attend pas. Alors pour finir, je vais vous demander de ne pas vous positionner en juge, pour vous poser la question si c'est bien ou mal qu'il y ait eu de l'amour étant petit, mais juste rester dans le fait de ne pas avoir de jugement, car qui sait, j'ai pu découvrir l'amour et l'avoir rencontré. Confidence. Je vous invite, mais prenez garde à ne pas ébruiter ce que je vous dis. J'ai bien sûr eu envie d'exprimer à Princesse mon ressenti, plutôt mes émotions. Attention, je veux vous dire que je suis en contradiction bien souvent. Ne m'en portez pas rigueur. Si j'avais su lui écrire le mal que je percevais, j'aurais couché sur une lettre ces mots. Même si l'amour, je crois, ne se dit pas, je dois parler, plutôt tenter de m'exprimer. Je ne sais te donner que le bien sans le mal, tout ce que je n'ai pas su t'offrir. J'aurais aimé pouvoir effacer certaines lignes de ma main, j'aurais voulu que tu me consoles, mais aussi que tu me prennes dans tes bras, afin que je ne sombre pas. Apprends-moi à avoir un cœur plus grand qu'avant. Sois heureuse et aimée, sache en prendre autant que tu m'as donné. Ce que je n'ai pas su comprendre, et surtout n'arrête jamais de rêver. Moi, j'ai dû le faire trop longtemps. Quel drôle de destin. J'ai pensé qu'il me fallait du temps pour réfléchir. Pourtant, j'irai où tu iras. Je sais quand je disais « j'arrive à 11h15 », oui, pas plus tard que la demie, car je sais ce que l'on peut ressentir à attendre. Mes sentiments sont confus vis-à-vis de l'amour que l'on éprouve. J'entends déjà, vous dites que ce n'est jamais qu'une histoire d'amour. Mais voilà, c'est la mienne, et je pense qu'elle est différente. J'aime à me dire que l'on a plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Qu'il faut savoir en prendre soin, la chérir, lui donner un sens, une valeur, et quand l'amour s'enfuit, qu'elle nous échappe, nous glisse entre les mains, il n'y a jamais de vainqueur. Quand on est dans cette forme de relation, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Jouer, je n'ai jamais su avec elle. Et quand elle me disait « je t'aime », moi, j'entendais pour la vie. Elle me guérissait d'un sourire quand j'avais mal. Savait m'aimer comme j'étais. On ne change pas, mais il arrive que l'on se cache un peu de ce que l'on est. Il faut faire attention à ne pas juste montrer
à l'autre, donner le change, faire croire que l'on fait des choix qui seront que pour l'autre. On pousse juste les rêves que l'on peut toucher des doigts, ce qui fait l'impression de pouvoir gagner un peu de temps. Mais voilà, il y a encore du chemin, des rebondissements. J'avoue que mon espoir d'une vie sans tourment me semble loin. Perdre les mots, ne plus savoir comment les dire, te faire rire, tu es à la fois si loin de moi. Alors, je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Beaucoup disent que s'ils pouvaient, ils recommenceraient pour balayer leurs erreurs. Il m'arrive de ne plus trouver les mots, d'avoir un condensé d'informations et impossible de m'exprimer. C'est vrai que nous n'étions pas comme les autres, à la fois inconscients, téméraires, la sensation d'être les plus forts, les plus fous. Même si on ne devait rien à personne, on ne pouvait rien gâcher. Je n'imaginais rien sans toi. J'aimerais penser plutôt croire que le silence contre nous a eu tort. Il faut marcher sur nos blessures et ramener le futur au présent. Mais je ne peux pas sans toi. Renoncer à toi, c'est abandonner. Quand l'absence d'amour vient remplir mon cœur, certains matins, comment trouver le geste pour faire en sorte d'avancer? Oui, j'ai beaucoup de défauts et je pense que pour comprendre, il faudra lire entre les lignes. Mais dis-toi que dans cet ouvrage, il y a tout ce que je n'ai pas eu le temps de te dire. Et je veux que tu saches que je ne m'arrêterai que quand j'aurai plus rien à te dire. Si je dois te perdre dans d'autres bras, je leur laisserai ma place. Le temps finit par endurcir, paraît-il. J'ai tenté, bien sûr, de partir, voir un avenir autre part. Là, j'ai imaginé m'enfuir. Mais il y a ton regard, ton sourire, qui me retient. Quand il y a ça vraiment, est-ce que ça peut suffire? Confidence. J'ai appris à vivre tellement plus que tu le crois, que j'ai du mal à me dire que je suis capable du pire comme du meilleur. Mais faut-il encore pouvoir te le montrer? On peut se poser un tas de questions et jamais comprendre pourquoi on agit de telle manière face aux événements qui nous arrivent. La plupart d'entre nous ont une réaction type. Vaut mieux se voiler la face, fermer les yeux, penser que demain sera un autre jour. Mais la réalité a bien tout autre aspect. Oui, il faut se dire que pour moi, il y eut 1000 péripéties. Je pense que peu entre vous, hommes ou femmes, ont été amenés à une telle situation. Bien sûr que certains peuvent trouver des chemins similaires. Dans le cas contraire, il ne me servirait à rien d'écrire ce genre d'histoire. Au départ, quelques mots griffonnés sur des pages m'ont permis de comprendre que je pouvais faire passer un message à certains d'entre vous pour éviter de faire les mêmes erreurs. Une vraie histoire? Possible, loin de mon imagination. J'espère que vous lirez le contenu pour avoir votre propre opinion, que vous vous ferez confiance, car il est possible qu'en chacun de vous, il y ait cette forme de je ne sais quoi qui vous envahit, grandit et vous ronge, pour faire qu'un jour il vous arrive la même chose. Il est bon de pouvoir prendre du temps. Alors, pour que vous puissiez vous faire l'idée, je vais vous conseiller de vous installer confortablement pour vous plonger dans ces pages. Comme je vous ai dit, il faut savoir que j'ai vécu une histoire atypique. Pour moi, au début impossible, car il y a des règles que je ne pensais pas pouvoir enfreindre. On a tous des idées sur la vie ou sur ce que l'on veut faire, ou pas. Certains seront plus ou moins fermés sur les différences d'âge ou la religion. Il y a toujours un regard moins important sur les personnes qui n'ont pas la même religion, alors qu'il sera plus facile de montrer du doigt la différence d'âge. Oui, je pensais un peu comme vous, sur le point, la différence d'âge. J'avais comme l'image qu'il n'était pas vraiment possible de vivre à égal de la personne si elle est bien plus jeune ou bien plus âgée. Bien sûr, je peux dire que je me trompais lourdement, car il est très facile de vivre avec une personne qui n'a pas le même âge que soi. Et ce qui est amusant, après quelque temps, c'est que les gens qui avaient un jugement négatif sur vous deviennent envieux de votre bonheur. Ils réalisent qu'il y a une vie au-delà de l'apparence, dans la complicité, et que cette
Même différence d'âge n'empêche pas de faire des choses et de faire évoluer l'amour. Alors, pourquoi ne pas accepter l'évidence qu'il est possible d'être heureux et peu importe les différences. Moi, j'ai appris avec le temps qu'il ne servait à rien de se poser des questions et j'ai vécu tout simplement ma destinée. Alors pourquoi ce livre? Je vous rappelle la raison. Je pense qu'il y aura certains moments dans mes écrits où vous ne saurez plus quoi penser, car c'est possible que j'imagine. Je peux dire que même pour moi, juste le fait de l'écrire fut un moment éprouvant, car je raconte ma vie. Le plus dur est peut-être de se dire et d'imaginer que j'ai pu dévoiler ces choses. Il est difficile de parler de soi face à quelqu'un, l'étaler sa vie sur du papier et en faire un livre, encore plus. Qui je suis? Je suis né il y a déjà longtemps, oui. Au mois de septembre de l'année, est-ce vraiment important que je vous dise, on peut faire comme si j'avais toujours 30 ans? Ça me va bien, moi. Bon, allez, je vous dis, je suis de l'année 1966. Mon enfance s'est très bien passée avec 2 sœurs et une famille aimante. Pour ceux qui iraient imaginer que je n'ai pas eu d'amour étant jeune, je pense m'être bien fait comprendre, alors rien à dire. À l'âge de 6 ans, j'ai vécu un grave événement. J'ai été renversé par un poids lourd en traversant la route. Et à 21 ans, un autre accident de voiture cette fois. 2 accidents très graves qui me permettent de vous dire appréciez la vie car elle peut s'arrêter brutalement. Je veux vous dire que la vie doit primer avant tout car on peut disparaître à tout moment. J'ai un enfant de 30 ans d'une première relation à l'heure où je fais mon livre. Nous sommes en 2017. À l'heure de ma seconde relation, j'ai 2 autres enfants de 19 ans et de 14 ans. C'est déjà un début de ma vie. Prenons le temps de revenir sur un point de mon passé, car je reconnais qu'il a été le centre de ma vie. Avoir une relation avec une seule femme m'était impossible. Je ne comprenais pas, j'avais tout pour être heureux. Possible la peur? Mais non, j'avais ce besoin viscéral de convoiter d'autres femmes. J'avais une tendance à être constamment dans la séduction en étant jeune. Je devais plaire, car j'avais vraiment un grand plaisir de jouer et de séduire toutes ces filles, leur disant combien elles étaient importantes ou même que je pourrais les aimer. Peut-on à un instant bien lire mes propos? Aucune illusion sur la beauté, ni les flatter. J'aurais pu leur dire combien elles étaient belles, leur parler d'amour, mais non. Tout sauf ça. Pour moi, ce mot n'a pas vraiment de valeur, car les gens le conjuguent, comme je dis si bien, à toutes les sauces. Il est utilisé pour exprimer le remerciement d'un moment, d'un acte, mais aussi c'est pour ce que l'on veut obtenir, et on oublie le pourquoi. Oui, mais derrière ce mot, il y a quoi, dites-moi? Je ne savais pas être fidèle, un réel manque d'émotion, invisible sur moi, qui me permettait de ne rien laisser paraître, comme si rien ne s'était passé, donc personne n'en souffrait. Allez comprendre, peut-être que j'ai dû baisser ma garde, laisser une porte ouverte, où elle a glissé et s'est engouffrée, ce qui a dû transformer mon cœur. Je reconnais qu'avant cette histoire, je ne concevais pas de rester après un acte torride. Je n'en avais pas la capacité. Je cherchais à fuir. J'avais le ressenti de ce mal-être à l'intérieur de moi, sans pouvoir l'expliquer, trouvant n'importe quel argument pour partir. Vous donner une explication, je ne sais. Pourtant, il s'est produit un changement de mon attitude après avoir une relation d'amour. J'ai dû avoir le déclic qui a fait que j'ai eu envie d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Comprendre le changement qui s'était produit en moi. Cela reste indescriptible. Cette jeune fille qui est arrivée dans ma vie a été le déclic, je dois l'avouer. J'ai appris à perdre et à trouver d'autres repères. Aussi, ce qui a fait que j'ai aimé comme personne aurait su l'aimer. De nous, j'aurais connu l'amour, qu'on ne rencontre qu'une seule fois. Au moins, j'aurais eu la chance d'avoir vécu ça.
Je dois en conclure que l'on aime plus mal que bien. Quand on rencontre l'inconnu, c'est le cœur qui avoue, un aveu qui nous brûle. On dit bien que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Alors bien possible, c'est ce qui m'a amené dans ma traversée du désert. Vraiment, à elle, je ne m'y attendais pas. Ce qui est important, c'est que je ne fus plus un regard, un sourire. J'en oublie même parfois le comment, le pourquoi de l'amour. Je peux dire que je ne pensais pas que l'on puisse agir de la sorte au nom de l'amour, ou par amour, si je peux m'exprimer ainsi. Grandir, c'est dire je t'aime. C'est aussi ce que l'on ressent, la promesse du bonheur, laisser son cœur être lui-même. Bien sûr, on peut grandir sans dire je t'aime, sans promesse que l'on ne tiendra pas. Peut-être seul à son réveil, sans personne à nos côtés, marcher dans la rue et regarder les amoureux, leurs petits gestes affectifs. Attention, comme tout le monde, j'ai des défauts, pas toujours le mot juste, mais sans regarder vraiment de trop près, même si des fois c'est brouillon, hésitant. Je sais qu'il y a mes faiblesses, mes prières. Alors, aux heures où personne ne m'écoute, je voudrais qu'elle me console, qu'elle me prenne dans ses bras. Elle le faisait comme personne. Alors je lève mon regard au ciel, implorant qu'on me console, pour ne pas que je sombre, que vous me parlez un peu des femmes, pour m'expliquer. Je n'ai que vous. Il suffirait que vous m'appreniez comment ne plus l'aimer. Apprenez-moi à me passer d'elle. Je comprends puisqu'il faut oublier. Savoir pourquoi j'ai tant besoin d'elle. J'aimerais être consolé de ce qu'il m'a fait mal. L'impression d'être abandonné. Faudrait me pardonner d'oublier celle que j'ai aimée. L'amie, l'amante, la femme. Même si l'histoire aujourd'hui est finie, dites-moi au moins qu'il me reste l'ami. Cela est important pour moi, comme une normalité à ma vie, avec ses règles et ses désirs. Voici donc une petite partie de ma vie. Nous allons pouvoir poursuivre. La rencontre. J'aimerais commencer par Il était une fois. C'est vrai que toutes les belles histoires commencent ainsi. Cela fait cliché, mais en même temps, style. Cela va être une belle histoire. Et pour que l'on puisse bien comprendre, on va reprendre au début. Tout a commencé un après-midi du mois de mai 2009. J'ai reçu une jeune fille en voyance. Je l'attendais, car ma compagne, la mère de mes enfants, me l'avait dit. Ça frappe à ma porte, j'ouvre, une jolie fille. J'ai vu un ange dans la lumière. Vous vous imaginez, comme dans les contes de fées. Mais sur le coup, pas plus, car elle a des tatouages et des piercings qui apparaissent devant moi. Bonjour, entrez. Elle me dit bonjour, et au moment où elle va parler, vient l'image qu'elle va être la personne qui va partager ma vie. Du moins, j'ai eu la vision de nous deux. Elle me dit un peu plus tard qu'elle avait vu un ange en me voyant. J'ai vraiment aimé. Attendez, vous vous rappelez que je vous ai dit que je ne suis pas seul. Et de plus, j'ai des enfants, sans aucune intention de modifier ma vie de quelque façon que ce soit. Alors, sur le moment, cela ne me paraissait pas possible et ça ne tenait pas la route. Pour combler le tout, elle n'avait que 18 ans. Que s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui venir bouleverser ma vie? Je pensais que je pouvais envisager d'être meilleur, changer. Il me sembla qu'à ce moment, l'invisible me testait, voire me juger, m'analyser. On me faisait rencontrer une jeune femme qui était la tentation, dont la vision ne pouvait que fausser la donne. Qui pouvait résister à autant de gentillesse, sans parler de sa douceur de voix? Elle apparaissait comme un ange sur le seuil de ma porte. Pour tout vous dire, là, j'avais plus de logique. Mais j'ai rebondi, réagi. Avec sa jeunesse, elle pouvait être ma fille. Il y a en nous le côté bête, plutôt bestial, qui imagine un tas de choses.
Quand on revient à la raison, on est un peu idiot. Comment expliquer mon émotion? Peut-être qu'elle s'en était aperçue. L'aurais-je mis mal à l'aise? Avant de lui parler sur le sujet pour lequel elle était venue me consulter, je ne savais pas encore ce que j'allais voir. Je lui demandai si elle voulait se désaltérer. Je l'invitai à prendre place à ma table. Timidement, elle me dit oui. Pour la détendre, je lui proposa si elle voulait boire un verre, une limonade, un café, un thé, même du sirop. Elle me dit non, juste un verre d'eau, s'il vous plaît, merci. C'est à ce moment-là qu'elle se détendit et me laissa regarder dans ses énergies, car je pouvais communiquer avec les anges qui l'accompagnaient, voir plus clair où se situait le souci. Je vous disais à ce moment-là, elle venait d'ouvrir la porte de la connexion, des petites choses qui la tracassaient et qui la tourmentaient. Je vis très vite où était situé le problème. Mes mots furent un peu amers pour elle, peut-on dire un peu compliqués à entendre. Puis elle me dit qu'elle n'avait pas vu le temps passer. J'ai gardé une certaine éthique professionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis capable de faire abstraction de certaines choses. Et, pour le coup, c'est la révélation que l'on m'a faite au moment de sa connaissance. Après, je lui ai raconté ce que j'avais vu au moment où elle a franchi la porte de ma maison, tout en lui disant que je ne croyais pas, car déjà, elle était trop jeune et je ne suis pas seul. Puis, elle avança en souriant. Faisons une petite parenthèse pour bien comprendre comment et pourquoi je suis venu à faire sa connaissance. Si elle est venue, c'est que sa mère est une copine de travail de ma compagne. Elles ont eu une discussion au travail sur les voyants et ma compagne lui avait dit que j'avais ce don de voir l'invisible. Le fait que sa fille cherchait à consulter, elles ont pris rendez-vous et ainsi notre chemin s'est croisé. Ma concubine me dit ce serait bien de faire plus ample connaissance avec eux. Alors on s'est revus, on a sympathisé. Il y eut plusieurs repas entre nos deux familles. Le contact passait bien des deux côtés. De plus en plus, nous nous sommes fréquentés. Puis, au fur et à mesure, il y a eu un rapprochement amical. La jeune fille s'est sentie un peu plus proche et m'a confié certaines choses. On a partagé des confidences rationnelles, juste quelques mots, qui lui permettaient, en même temps, de me jauger sur mon honnêteté, à garder ses confidences. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de similitudes. Il y eut ces mots. J'ai vraiment envie de savoir qui tu es. Apprends-moi tout sur toi. Elle s'en est oubliée au point de rêver à je ne sais quoi. Il s'est installé à aller savoir comment. L'envie d'être dans le partage avec elle. J'avoue, avec elle, nous sommes dans une communication, pour tout vous dire, un peu bizarre. Mais on reviendra sur cela un peu plus tard. Elle a pour moi 1000 questions et son sourire me désarme. Je tente d'esquiver par des petites questions, mais elle revient vite sur le sujet qu'elle veut. En me disant « Plus tu me parles, plus je te comprendrai ». Un sourire malicieux, une voix douce, pour obtenir de moi tout ce qu'elle voulait. Il s'est passé une chose indescriptible. J'ai compris et ressenti que là, il risquait d'avoir un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait jouer à un niveau plus élevé, où les mots ne sont plus cachés derrière d'autres mots. Compliqué, car pour moi, cela voulait dire être honnête, bas les masques, et on commence à mettre à plat, et on verra bien où cela va nous mener. Car dans l'amitié comme en amour, on doit partir sur des vraies bases solides. Ce qui est important, me diriez-vous, c'est que dans toute relation, quelle qu'elle soit, s'il y a le partage, le mensonge disparaît. Et on commence alors une relation amicale, bien sûr, sans ambiguïté. J'ai découvert, surtout compris, que ce n'est pas facile de parler honnêtement de soi. Il est plus facile de détourner par le fait de faire l'idiot ou de retourner la même question à l'autre.
Puis peu à peu, j'ai capitulé, posé les armes, lui ai confié mes secrets, un peu mes peurs, sans savoir s'il y aurait des conséquences. Je n'imaginais pas un jour que je puisse parler de moi, de ma vie, des choses que l'on ne parle qu'à une sœur. Entre nous, c'est le temps qui a donné le change, et les discussions qui en font que l'on s'est découvert pour faire en sortir la complicité. Ce qui a fait qu'entre nous naît cette forme, cette sensation de toujours, le contraire d'un jour. Attendre impatiemment le lendemain, c'est un voyage sans retour, l'impression que la vie nous prend et nous emporte. Le souvenir de son regard, penser chaque seconde à elle, imaginer un premier rendez-vous. Pourquoi m'arrivait-il ce genre de pensée? J'ai une vie en famille, et elle est accompagnée, elle aussi. Juste pour se situer, elle travaille la nuit, conduit un 44 tonnes. Elle rentre environ à 4 heures du matin, enchaîne au réveil avec le vélo ou va courir. Et quand elle peut, part marcher en randonnée montagne. Et il reste une petite place pour son copain. Petit à petit, elle a aménagé son temps autour de nous. Un peu plus par téléphone, car elle travaille le week-end aussi. Moi, je suis en famille. Même si cela dérange ma vie dans le bon sens, je n'arrive pas à m'en passer. C'est se dire une revanche sur le manque et l'absence. Quand vient le soir que le ciel bleu s'en va, je m'abandonne à l'évidence et je veux croire à l'impossible. Pouvoir me dire que rien ni personne ne peut être un obstacle. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec nos familles. Nous avons passé de merveilleux moments. Quand elle revenait, tout recommençait, simplement comme une évidence. Croire en la chance et avoir confiance. Même si j'avais peur, je suivais mon cœur. Difficile quand on n'a plus aucune retenue vis-à-vis des autres. J'aurais dû avoir peur de la confiance perfide et ignorante de mon cœur. Peu importe, même sa mère disait que sa fille était plus à la recherche d'un père. Pourtant, à l'évidence, princesse a un père, mais bon, qu'il en soit ainsi. Jamais elle m'a dit que son père était décédé. Possible que pour sa mère, il y ait beaucoup plus d'incompréhension vis-à-vis de sa fille. Cela ne m'a pas plus interpellé sur le moment, si tout le monde y trouvait son compte. Inconscient dans notre jeu, comme si on pouvait faire un arrêt sur l'écran, vivant isolé, marchant seul vers l'avant. On était vivant, on était fort, parce qu'on était deux. Puis, on a eu fait des soirées films, tous ensemble, chez nous. Il y a 2 grands canapés, donc de la place. On peut penser que c'est ma compagne qui soit à mes côtés. Mais non, c'était Princesse. Elle venait poser sa tête sur mes genoux, et le comble demandait des papouilles, dans les cheveux, sur le cou, dans les bras. Comme je le dis, rien ne choquait. C'est là le danger, de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Personne ne nous dit rien? Pas de stop, on va trop loin. Attention. Alors la complicité fait que l'on a besoin l'un de l'autre. Ma compagne et la mère de Princesse ont eu envie d'élargir nos sorties à la mer quand on le pouvait. Il s'est passé un événement que je n'ai pas vu venir. Sans rien nous dire, sa mère s'imposa un peu à nous, puis sans que l'on puisse s'en rendre compte, elle arrivait à être entre nous. Quand on était seuls, elle disait « Ne restez pas là-bas, venez avec nous ». J'étais dans l'impossibilité d'en profiter autant que je voulais. C'est comme si elle avait un ressenti qu'il puisse se passer autre chose que notre amitié. Plusieurs fois, nous avons fait des barbecues, mais celui-là a été particulier. Car, comme tout le temps, on se retrouve tous ensemble. Pour le coup, il y avait du monde à l'intérieur et moi j'étais allé préparer le feu à l'extérieur pour qu'on puisse manger. Mon fils le plus jeune m'accompagnait. On parlait, quand Princesse est venue nous rejoindre. Elle prit du bois, l'a fait brûler, je la regardai, elle me fit un sourire, qui dit « Attends, tu verras, je vais faire une bêtise, bien sûr. » Ah, pour le coup, j'ai bien vu. Le bois, bien brûlé, se retourna contre le mur. Inquiet, je lui posai la question de ce qu'elle allait faire. Un regard, un sourire, mais pas un mot. Elle se mit à faire un joli cœur sur ce mur. Affolée et amusée,
Je pris vite le tuyau d'eau avec le balai et j'ai frotté pour enlever sa bêtise. En me retournant, je vis 2 gros cœurs sur lesquels il y avait écrit nos initiales. Cela amusait follement mon fils. Il l'encourageait en lui disant « Encore, encore !» Comme on rigolait un peu fort, sa mère sortit la tête et nous a demandé ce qu'il se passait. Mon loulou dit que Princesse m'embêtait. J'avoue que j'ai eu quelques sueurs froides. Pouvais-je ne pas vouloir accepter l'évidence ? Il se passait déjà quelque chose entre nous. Un jeu ou je ne sais quoi, que l'on ne pouvait pas, je pense, contrôler. Amusant, provoquant ou juste inconscient. On ne se cachait pas. Un peu poussé, voire même dangereux. Je l'ai laissé faire quand j'aurais pu lui dire stop. Mais ça me plaisait, comme une pulsion que l'on ne peut contrôler. Le jeu s'est installé, rien de méchant, plutôt dans la phase de la discussion qui n'avait jamais de fin. On avait toujours quelque chose à se raconter, et quand on raccrochait, il y avait des séries d'SMS qui n'en finissaient jamais. Il fallait arriver au point que personne n'en souffre, que l'on n'embête pas nos conjoints. Sans s'en rendre compte, inconsciemment, nous nous sommes vraiment rapprochés. Nous avons besoin de savoir que l'autre est bien et qu'il y a toujours un mot, une attention. Dans ma vie, s'est produit un événement et nous étions en mai 2010. Cette année-là, je me sépare de ma compagne et en même temps, j'obtiens la garde de mes enfants. J'ai traversé sur le moment quelques tourments qui m'ont pris un peu de temps et ont fait qu'avec Princesse, je passe moins de temps. C'est à ce moment-là que la mère de Princesse entre dans la danse. Je m'explique, pour que vous puissiez bien faire la part des choses. Je tiens à vous rappeler que la mère de Princesse, France, est l'amie de mon ex et qu'elles travaillent ensemble. De plus, France se forme à mes côtés pour ouvrir ses sens et équilibrer ses chakras, développer son intuition. Parenthèse importante, c'est que depuis quelque temps, les matins, je suis au téléphone avec elle pour évoquer et exorciser son passé. On parle beaucoup et il y a tellement de questions en elle. Il arrive que l'on parle très tôt le matin, jusqu'à 15 heures. Quand je dis le matin, j'entends 7 heures. Cette dernière a déjà commencé le travail depuis 2 bonnes heures. Et je retrouve Princesse le soir jusqu'au matin, la plupart du temps au téléphone. Pour continuer avec France, elle est dans une souffrance qui remonte à son enfance. Alors, on parle et il arrive que j'ai des flashs sur son passé et nous remontons dans des conversations qui n'en finissent pas. N'y voyez aucune intention mal placée de ma part. J'imagine que dans votre tête, la phrase « Bien sûr, il a couché avec sa mère ». Eh bien non, nous sommes dans le partage et je n'ai jamais cherché autre chose, juste être son ami. La personne dont elle a besoin, celui qui lui tend la main sur ce qui la ronge. Faire en sorte que le passé soit derrière elle. Ce qui ne m'empêche pas de partager avec sa fille des moments privilégiés. Quand elle se réveille dans les alentours de 15 heures, on se retrouve et j'arrive donc à me partager facilement entre ces 2 femmes, sans apporter aucune souffrance à l'une d'entre elles. Princesse me disait qu'elle aimait beaucoup quand on parle, mais que l'on pourrait aussi passer des moments ensemble pour apprendre à se découvrir. Puis, alors elle est venue, on a encore parlé, mais à ce moment-là, elle a commencé à s'ouvrir à moi, à me raconter son mal-être, me confiant les choses qui la hantaient. Cela m'expliquait le fait qu'elle se renferme et qu'elle se bloquait. Elle m'avoua qu'elle se mettait à l'écart du monde volontairement, où elle allait passer du temps en montagne ou sur son vélo. De mon côté, j'essayais de lui apporter cette paix qu'elle recherchait jusqu'à présent. Je la questionnais. Difficilement, elle commença par me dire un mot, puis par s'ouvrir en laissant entendre qu'il y avait une grande souffrance. En conclusion, elle finit par m'avouer qu'elle se mutilait l'avant-bras avec une petite lame de rasoir. Sur le moment, j'étais à son écoute, mais je n'ai pas cherché
à la pousser, mais au contraire, je l'ai laissée exorciser librement, de peur qu'elle se renferme sur elle-même. Elle venait de faire un pas. Il ne fallait en aucun cas lui faire regretter ce qu'elle venait de me confier. Je préférais l'écouter, la comprendre, sans lui porter aucun jugement. Quelque temps plus tard, j'ai remarqué que sur ses avant-bras était recouvert d'un cache-bras blanc. Comme si de rien n'était, je me suis approché, lui ai remonté, surpris de mon acte, elle n'a pas eu le temps de réagir. Remontée par ce qu'elle venait de s'infliger, je n'ai pas été tendre avec elle, je l'avoue. J'ai été déçu et surpris par nos échanges passés. Je m'attendais à ce qu'elle respecte la forme de promesse que l'on s'était fait. Sa mère, ce jour-là, assista à ma colère pour son acte commis, qui concernait le fait de ne pas avoir parlé avant d'agir. Je lui ai confié que j'attendais un vrai échange entre nous, mais si elle était vexée et surpris que je la gronde, car elle ne s'y attendait pas, je n'avais pas moi-même non plus cette intention. Mais cela fut plus fort que moi. Sa mère m'avoua que personne n'avait pu lui dire la même chose sans la rendre folle de rage. Si Princesse ne pouvait pas contrôler, c'est qu'il y avait un problème. Sur le coup, j'ai décidé de partir en lui demandant de réfléchir à son acte commis. On a parlé le soir même, et nous avons repris contact, et on a donc pu arranger ce petit malentendu. Le plus impressionnant, c'est qu'elle me disait, une fois l'action faite, elle avait toujours ce mal-être, et qu'elle ressentait un peu d'apaisement. Il m'arrivait de la taquiner sur cela, mais vraiment gentiment, en lui demandant de me montrer ses avant-bras. Elle était désespérée. Elle ronchonnait, puis en me regardant, elle s'apercevait que je me moquais d'elle et me souriait. On se voyait régulièrement, et un jour, elle me suggéra une invitation pour faire une activité sportive ensemble. Une sortie prometteuse. Agréable surprise, je ne pouvais refuser, ce qui m'a conduit à une salle de squash. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas pratiqué ce jeu-là. Elle venait régulièrement. J'ai dû acheter une raquette et nous voilà partis. Courir après une balle devrait être amusant. J'allais pouvoir découvrir cette jeune fille dans un autre environnement, là où elle pourrait peut-être se lâcher, s'amuser simplement. J'espérais. Je fus surpris, ou pas vraiment. Je découvrais qu'elle était dans la compétition, ne laissant pas de place au plaisir. Souvent, c'est contre elle-même qu'elle jouait. Ce fut une intéressante analyse. Pour le moins compliqué, je comprenais à ce moment-là que son mal l'obligeait à toujours se dépasser. Pour vous donner un exemple, elle faisait du vélo de course à haut niveau. Elle aimait aller courir dans les chemins de montagne. Pour compléter, elle pratiquait aussi la piscine. Si je vous dis cela, c'est bien sûr pour expliquer les conditions de vie guidées par le sport qui influencent aussi son alimentation. Il était hors de question de grossir, alors faire attention à ce qu'elle mangeait pouvait être obsédant. Ce fut pour moi à ce moment-là difficile de contrôler, d'envisager de faire comme elle. Moi, 1,65 m pour 99 kg. J'ai trouvé plus sincère de vous faire comprendre sur quel chemin je me lançais. Un défi, me diriez-vous, mais rien ne me démontait. J'étais à 100%. J'arrivais même à la faire devenir chèvre. Ses colères brèves disparaissaient vite car elle croyait que je ne jouais pas vraiment. Vous pouvez garder un secret, ça reste entre nous. Elle me rendait fou. Je courais de tous les côtés. Pour dire vrai, je suis un peu gros, alors dur. Au fur et à mesure de nos venues, elle commença à prendre du plaisir. Et oui, on a passé d'agréables après-midi. J'ai vu un visage devenir de plus en plus doux, moins fermé, et même rigoler de nos délires. Une petite victoire, dirions-nous, car il reste beaucoup de chemin. Jouer simplement demande encore un peu de temps et de patience pour qu'elle finisse par vraiment apprécier
le moment présent. J'ai voulu lui faire comprendre que ce jeu restait un moment de plaisir, où l'on passait du temps et que l'on devait laisser nos soucis à la porte. Jouer à ce jeu était un peu physique. On courait beaucoup, montait, descendait, allait à droite, à gauche. Il y a un temps que j'aime, c'est après la douche, quand on va prendre un verre. Je vais vous faire découvrir que cette jeune fille a quelques talents cachés. L'un d'eux est la peinture. Elle se recherche encore, comme vous pourrez bien sûr le constater. Il y a aussi la photographie. Elle cherche dans le ciel, comme dans la nature, une forme d'expression, pour être elle-même aussi le modèle. Il y a également chez elle un certain talent, qui, comme je vous l'ai dit, a du mal à s'exprimer, car le doute et la colère font partie d'elle. Une de ses premières toiles. Malheureusement, ces toiles, vous ne pourrez les voir. J'ai pu récupérer une toile qui est moins agressive que j'ai exposée. J'ai ressenti que sa toile dégageait une émotion emprisonnée qui cherche à nous faire passer un message. Chapitre 2. Pour que vous puissiez vous faire une petite idée de France, je consacre un petit chapitre sur elle, car elle a fait aussi partie de mon histoire. Alors, il est important que je précise qui est vraiment sa mère. D'apparence gentille, réservée, peut-on dire aussi qu'elle a deux personnalités. Le fait de la côtoyer tous les jours, il arrivait qu'elle laisse tomber ce masque de temps en temps, pour y laisser apparaître sa vraie personnalité. Ses traits de caractère sont de tendance envieuse, limite jalouse. Allez bon, soyons honnêtes, jalouse. J'irai même plus loin, qu'il découle de sa part une grande amertume. Je pourrais en débattre plus que ce qu'il en faut, mais vous comprendrez au fur et à mesure. J'approfondirai en détail. Pour étayer les dires d'une mère, sur le moment, je ne comprenais pas, car j'entendais un autre son de cloche de sa fille. Imaginez-vous dire à votre enfant, en sachant que ce n'est pas bien, qu'il serait sage de faire autrement et d'agir à l'inverse en lui donnant son approbation. Je ne pouvais pas rentrer en conflit. Et bien entendu, je ne voulais pas. Imaginez, je dis à Princesse que sa mère n'est pas gentille. Deux possibilités, soit elle m'écoute et elle décide d'appliquer, ou alors elle ne veut pas entendre mes mots, et il se produit une catastrophe ou un cataclysme. Je pèse mes mots, tellement ces deux femmes sont proches. J'ai tenté, avec mes mots simples et non agressifs, de lui faire comprendre, mais comment lui expliquer que sa maman lui faisait faire des actes illogiques? C'était vivre par sa fille des choses qu'elle aurait aimé pouvoir faire. C'est comme le fait que je sois si complice avec sa fille et qu'elle se projette sur moi. Pourquoi je vous affirme cela? C'est qu'un événement s'est produit lors d'une soirée entre amis. Une amie m'a pris à part et m'a demandé s'il y avait, avec France, un truc entre nous. Je comprends pas pourquoi elle agit comme si elle était la maîtresse de maison. Et en plus, elle agit comme si vous étiez ensemble. Là, pour le coup, c'est moi qui avais rien vu. Je vous dirais que pour ma défense, j'étais un peu dispersé. Pour revenir sur France, du charme, belle dame, qui se recherche. Il n'y a pas d'âge pour être perdu. C'est pour cela que je peux vous parler d'elle. Je l'ai eue en consultation, tourmentée par ses sentiments. Il y avait un vrai conflit à l'intérieur. Je lui posa la question comme je le ressentais, c'est-à-dire femme ou homme. Je lui confiai alors que je voyais une femme qui pensait à elle amoureusement. Elle s'en défendit directement, d'un non absolu. Petite parenthèse, le temps est passé et aujourd'hui, j'ai la réponse. Le souci, c'est qu'elle ne dit pas la vérité. La bonne copine qui joue sur la sensibilité, qui vient chercher des habits, qui partage beaucoup, qui la conseille. J'ai entendu qu'elle lui conseillait, voire l'encourageait,
à faire des choses dont l'issue n'était pas vraiment belle. La séparation avec la mère de mes enfants. Je reviens sur le fait que j'ai quitté ma compagne. Dans tout ce mélange, l'invitation à une nouvelle vie, princesse qui prenait un peu plus de place, qui, je vous rassure, ne me dérangeait pas le moins du monde. Mais les premiers temps qui suivirent ma séparation furent difficiles à les comprendre. Sûrement mon ego, savoir qu'elle peut plaire à d'autres hommes, ne pas me remettre en question du fait que j'avais eu moi-même d'autres femmes, et bien sûr qu'elle s'en était rendue compte et m'avait repris dans sa vie et pardonné. Pourquoi moi, je n'aurais pas pu passer sur le fait qu'on puisse me la détourner, me l'enlever. Même s'il ne s'était rien passé, j'ai anticipé et je l'ai quitté. Avec du recul, j'ai conclu que c'était une forme de lâcheté, de ne pas pouvoir contrôler et de me positionner en victime. Alors, pour ne pas être à cette place-là, je la quittais. En vrai, cela ne changeait rien, car je ne supportais pas, quelque temps après, d'être seul. Et là, un mécanisme s'enclenchait. Il fallait la récupérer. J'imagine, pour me prouver que je dominais la situation. Pour être un peu plus clair, ce n'est pas la première fois que je quitte une femme, et qu'après, je tienne à la récupérer. On m'a fait un jour la réflexion que j'agissais ainsi par peur de l'abandon. Oui, c'est bien possible, mais pourtant, c'est moi qui la quitte. Je me suis aperçu que l'on change avec le temps, qu'il était aussi bien de partager une relation même amicale. Ce qui fait que j'ai lâché prise. On a fait chacun notre chemin, plus ou moins, car j'ai eu la garde de mes enfants. Car même au bout de 3 ans de conflit avec leur mère, mes enfants et moi avons compris qu'elle n'arrêterait pas. Et pour leur bien, et le mien, il était préférable qu'ils vivent avec elle. Mais je reviendrai un peu plus loin sur mes enfants. Alors, où en étions-nous? Ah oui, France, bien sûr, qui est, comme vous l'avez compris, la mère de Princesse. L'amitié est-elle possible? Pour revenir à Princesse, vous comprendrez bien que pour moi, elle n'était qu'une amie et que je recherchais rien d'autre avec elle. Même si je passe beaucoup de temps avec sa mère, comme je vous l'ai expliqué, c'était du temps à travailler sur certains de ses blocages. Nous avons de longues discussions. Elle me disait aussi que la solitude lui pesait, qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, et qu'il y avait un homme qui la cherchait, mais elle hésitait. Pour réponse, je lui dis qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, tant que personne n'en souffre. France, avec cet homme, eut une nouvelle vie. J'imaginais, sur le coup, que ce qui lui arrivait était bénéfique. Elle m'annonça qu'il était marié, mais très libre, car il voyageait beaucoup et elle pouvait avoir la chance de partir avec lui, de faire de longues balades en avion. Je pensais qu'elle était sur un nuage, que tout allait bien. Mais pas du tout. Elle continuait à garder un contact proche de moi. Je ne pensais pas à mal. Nos discussions allant jusqu'à 6 heures consécutives. Pour vous remettre dans le contexte, c'est pendant que France roulait, je pense que cela peut porter à confusion, car cela a duré plusieurs mois. Mais jamais il y eut un mot déplacé ou un sous-entendu de ma part. Pour moi, elle était mon amie. Tout semblait aller pour le mieux. Je pensais que les choses et les actes pouvaient avoir aucune conséquence, vu que tout le monde donnait l'apparence d'une vie tranquille. J'ai constaté qu'il y avait un prix à payer pour être heureux. Il y avait pourtant un homme dans sa vie, mais il n'était pas totalement libre. C'est peut-être pour cette raison que France continuait à jouer avec moi. Il y a eu un quiproquo qui a refroidi. Je ne sortais pas avec elle, comme nos amis pouvaient le penser. Je me suis aperçu qu'elle avait une tendance à faire comme si nous étions ensemble. Finalement, j'ai compris que c'était pas une femme compliquée, qui ne regardait pas les conséquences qu'il pouvait y avoir. Vous m'en direz tant. Le fait de passer du temps à travailler sur l'occultisme avec elle a fait que l'on est devenus proches. N'oubliez pas que Princesse me voyait très souvent et aussi
que cela se jouait dans l'ombre, où j'avais le premier rôle. Je ne pouvais imaginer ou penser qu'il y aurait un drame à cause de ma complicité avec sa fille. Hélas, ce fut bien le cas. Je viendrai en temps voulu sur l'explication. Mes enfants. Un peu auparavant, je vous ai dit que j'ai des enfants, dont j'ai leur garde. Je vous explique. Je devais partager mes moments entre mes enfants et Princesse, qui avait un peu de mal à me partager avec eux. Et pourtant, je lui donnais plus qu'il en était possible. J'arrivais même, avec mes durs, à trouver des moments pour elle. Je leur ai pris un téléphone et il y avait celui-là de la maison, le fixe, pour appeler aussi. Et s'il y avait un souci, je revenais tout de suite. Il est même arrivé qu'elle vienne à la maison. Là, elle se sentait délaissée et pourtant, on était ensemble. On jouait à des jeux de société où je gagnais tout le temps. On arrivait à passer d'agréables moments. Car tous contre moi, ils disaient que je trichais. Car c'est moi qui gagnais tout le temps, bien entendu. Il arrivait qu'elle se mette sur le fauteuil, me regardait et ne disait plus rien. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle me disait oui, juste un peu fatiguée. Je pouvais que la croire. Avec le travail qu'elle faisait, c'était harassant. Il y avait des moments où quand on était ensemble, elle me disait qu'elle était exténuée. Je ne peux dire que je la délaissais car j'étais le même quand il y avait mes enfants. On va dire que j'ai eu quand même de la chance de les avoir 3 ans avec moi. La raison pour laquelle on a pris la décision qu'ils retournent habiter chez leur mère a été un peu forcée. Il y avait avec leur mère de durs moments car elle a eu du mal à accepter qu'ils soient restés avec moi. Donc nous sommes passés au tribunal où j'ai eu la garde. Par la suite, elle a fait encore appel et qui lui a été encore une fois refusé. Et là, elle m'a dit que la guerre était déclarée. Pour vous dire qu'elle est allée loin, sa première action a été de me faire perdre ma pension en écrivant à l'organisme de la sécurité sociale. Ensuite, elle a déposé une plainte contre moi, que je travaillais. La gendarmerie, alors, a fait une enquête, a examiné mes revenus, sont remontés plusieurs années en arrière, ils m'ont convoqué, ainsi que toutes les personnes qui m'avaient fait des chèques pour multiples raisons. J'ai eu de la part de ces personnes de bons retours. Ils me disaient ce qu'ils avaient dit, de ne pas m'inquiéter, comme par exemple un chèque de 4 000 € sur mon compte en 2010 que la mère à Princesse m'avait prêté et que je lui remboursais tous les mois. Donc pour finir, j'ai eu beaucoup de mal avec leur mère, qui avait bien décidé de me pourrir la vie. Et ça avait marché. C'était dur de gérer déjà une jeune fille en demande d'attention amicale qui n'avait pas envie d'être seule et une ex qui avait décidé de me rendre la vie impossible. Alors quoi que je fasse, elle était sur moi. Il est arrivé un soir où mes enfants me posèrent la question. Si on retourne habiter chez notre mère, va-t-elle s'arrêter ou pas? À ce moment-là, mon grand avait un dilemme. Il devait rentrer au lycée en classe professionnelle à plus d'une demi-heure de route de chez nous. Ce qui l'obligeait de se lever à 6 heures du matin. Ça allait être dur par rapport à le fait qu'il devrait manger à la cantine. Je lui donnais mon accord pour qu'il puisse habiter chez sa mère. Mais le petit, lui, ne voyait pas ça de mon œil. Il me dit « Papa, faut qu'on parle. Moi, je veux rester avec toi. » J'aurais bien voulu, bien sûr, qu'il reste avec moi, mais ce n'était pas possible. Avec un peu de regret, il a fini par me dire oui. On peut dire que Princesse a vu ça autrement. J'allais être vraiment plus disponible pour elle. Mais pour vous situer, cela se passera fin 2012. Mais avant d'arriver à ceci, il faut remonter un peu en arrière. Chapitre 3. Un surnom. J'aimerais prendre un peu de temps pour vous dire qui est Princesse et pourquoi ce surnom. Voilà, à notre rencontre, je vis une belle demoiselle. Mais comme je vous dis, une fille avec des piercings, des cheveux courts, de couleur blond-blanc et la pointe de ses cheveux noirs. De son apparence, on aurait pu penser qu'elle se recherchait. Elle avait une allure de femme, mais tendance mec. Déjà, son orientation professionnelle, routier.
la plupart du temps en pantalon ou en short. Déjà, c'est un métier masculin. Ah oui, aussi avec plusieurs tatouages. Elle me confia aussi son mal-être vis-à-vis des femmes. Je lui dis alors, il faudrait savoir si ton attirance penche vers la femme. Si oui, il faut te lancer. Elle me dit oui, c'est possible, dans un premier temps, tout en me disant qu'elle aurait du mal si une fille devait la toucher. Ma première pensée fut qu'il fallait crever l'abcès. Donc j'ai eu une idée, et je lui ai proposé d'aller dans un club échangiste, juste pour regarder. Au début, elle était plus que motivée, mais elle a fini rapidement par changer d'avis. J'aimerais que vous vous imaginez un instant à ma place. Devant moi, cette jeune fille, plutôt un rêve, pensait que si vous fermez les yeux un moment, si vous les rouvrez, elle aura disparu. Elle est d'une gentillesse. Alors c'est là, en plaisantant, je lui dis qu'elle était une princesse. Cela la fit sourire, car elle m'avoua un peu plus tard que ses amis la surnommaient ainsi. Pour moi, à ce moment-là, il n'y avait plus que cette façon de l'appeler. Laissez-moi vous la décrire. Une jolie demoiselle blonde platine, pas trop de maquillage, avec des tatouages, qui la rendent plus désirable. Une peau qui donne envie d'être caressée. Je ne sais comment expliquer que l'on puisse ressentir que sa peau puisse être douce sous les doigts. Puis penser qu'à ça, l'image de passer la main dans ses cheveux, prendre le temps de la découvrir, apprendre le contour de sa bouche, de ses yeux, la forme de sa poitrine en poire, connaître la chute de ses reins, l'arrondi de ses fesses. Je peux vous dire, sans mentir, que j'avais un sentiment de paix, de plénitude, quand je me trouvais à côté d'elle. Il y aurait tant à dire sur le fait de ne pas vouloir oublier. J'ai appris avec le temps qu'il était bon de se protéger de l'oubli et de mettre ce qu'il y a de plus beau dans une boîte et de l'ouvrir de temps en temps, de laisser s'exprimer l'image qui était le bonheur, ce que l'on a peut-être laissé passer, de se rappeler aux bons souvenirs de notre vie. Pour tout dire, je ne suis pas ici pour faire mes lamentations, juste pour raconter ma vie et faire en sorte que ça aide les personnes qui sont dans la précipitation d'un bouleversement. Prenez le temps de regarder ce qu'il y a dans votre vie et surtout, quelle sera la conséquence de votre acte irréfléchi. Je sais qu'il vaut mieux vivre dans le regret que dans les remords. Alors, il est bon à un moment de remettre à plat. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que cela va m'apporter? On peut imaginer des mots de velours qui vont nous plaire. C'est apprendre chaque jour. C'est recevoir un cadeau du ciel. Le pire comme le meilleur. Dire que le mal est passé. C'est laisser entrevoir la blessure, le souffle d'un trop long combat. À dire vrai, je ne suis pas comme tout le monde, pour être bien. Je ne voyais pas vraiment ces blessures, mais elles étaient là. Vous savez, en fait, dans cette histoire, ce qui me touche, c'est que l'on n'a rien à regretter. Si on prend le temps d'analyser vraiment, alors on ne sera pas dans un regret quelconque. J'ai rencontré un jour une personne qui aurait pu faire que je puisse être heureux, mais ma pulsion d'homme stupide a tout gâché. Je devais avoir peur de ne plus lui plaire, ce qui a fait que j'ai bouleversé mon histoire. Je dois être un peu idiot. D'être dans les bras d'une si jolie femme me rendait fier. J'aimais qu'on puisse imaginer notre bonheur. Alors l'idée que cela un jour arrive me remplissait d'espoir. Quelques mois se sont passés après notre rencontre. On a beaucoup discuté. J'en ai conclu, selon les dires de sa mère, qu'elle cherchait un père à travers les hommes, qu'elle rencontrait. Son apparence laissait croire ça. Je dirais plutôt qu'elle cherchait de l'attention qui pouvait être mal interprétée. Elle est une personne très courageuse, qui travaille la nuit. J'ai pu l'écrire auparavant. Comme j'ai pu le dire, on passait beaucoup de temps à communiquer au téléphone, et au fur et à mesure, elle est arrivée à se rapprocher, à me faire confiance. Pu m'exprimer son mal-être qui la ronge, les mots qu'elle n'avait jamais pu dire à personne. Quand on était ensemble, elle arrivait à se libérer au plus profond d'elle-même.
ce qui l'effrayait, que l'on puisse découvrir ses angoisses comme être rejeté, jugé. Le temps est passé, ça aurait pu s'arrêter là. On a gardé une forme d'amitié à distance. Est venu le jour où elle a acheté une maison avec sa mère, une grande bâtisse, une maison avec beaucoup de travaux. Je pense pouvoir vous dire que c'est là que les problèmes ont trouvé naissance. Un grand mot, me diriez-vous, pour évoquer l'incontrôlable. Mais avant de venir sur cela, il y eut un événement important qui la bouleversa. Elle se sépara de son copain, qui la prenait pour une idiote. Il lui faisait croire qu'un jour il quitterait sa compagne pour elle, mais ce n'est jamais arrivé. Petite parenthèse, pour être sûr que je ne lui avais pas raconté de bêtises, elle avait pris un rendez-vous avec une médium pour qu'elle puisse lui dire ce qu'il en était. Cette voyante lui avait fait espérer qu'il quitterait sa compagne pour elle. Si je peux vous dire ça, c'est que Princesse m'en a parlé, que cette voyante lui aurait affirmé qu'il était vraiment amoureux d'elle, mais elle lui avait raconté vraiment n'importe quoi. Ce fut dur, la réalité. Elle se reposa sur moi pour avancer, car je ne lui avais pas raconté de mensonges. Ce fut très dur pour elle. Elle eut très mal. Elle se posa la question, pourquoi l'avoir pris pour une idiote? Et aussi, pourquoi lui avoir accordé autant de pouvoir à cet homme? Il jouait vraiment avec ses sentiments. Il lui promettait monde et merveilles, juste pour l'avoir à disposition. Ça marchait. Elle faisait comme il voulait. Je peux dire, elle courait. Dire de jolis mots à une jeune fille, la faire rêver, dure fut la chute. Elle dit, à ce moment, que les hommes allaient payer. Puis reprit son quotidien. Les hommes devaient payer, peu importe, qu'ils soient mariés ou pas, pour ne plus parler d'engagement. Elle engagea une sorte de duel avec ce genre d'hommes qui, au bout de quelque temps, pensaient à quitter leur femme. Je pensais déjà qu'elle souffrait beaucoup de cette confusion avec l'homme, qu'elle avait du mal à l'avouer. À la fin, elle s'était formée une carapace qui ne laissait rentrer personne. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas avoir de regrets, que si cela ne marchait pas, elle n'en souffrirait pas. J'ai entendu des mots qui n'étaient pas toujours justes. Puis plus tard, j'ai constaté son mal-être, une revanche sur l'homme. À ce moment-là, pour elle, j'étais un de ces hommes. Je ne valais pas mieux, mais je ne le voyais pas, car elle était trop confuse. Elle se contredisait, affirmait des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Dans son mal-être, il y avait de la colère d'avoir été utilisée. Peut-on dire qu'elle a cherché le bâton pour se faire battre? Elle devait penser que ses efforts seraient récompensés et a fondé tout plein d'espoir sur cet homme, croyant qu'il ne la rejetterait pas. Son instabilité lui a joué des tours. On n'obtient rien à trop vouloir. Pour revenir sur celui qui lui avait fait envisager une relation durable et stable, il se jouait d'elle avec des mots. Il est arrivé à même la faire culpabiliser, à lui dire que sa copine avait fait une tentative de suicide et dont, pour le moment, il ne pouvait pas la quitter. Qu'elle devait attendre. Il profitait de Princesse et de sa crédulité. Un jour je l'ai croisé, il attendait sur le parking, même pas chez elle, un signe déjà de manque d'engagement qu'il a envers elle. À l'évidence, ce qu'il voulait, c'était juste de passer un moment avec elle, puis rentrer. Il l'a laissée dans une souffrance dont la seule façon de l'exorciser était de se mutiler le bras. Elle m'évita un temps, car déjà il lui avait fait du mal et elle avait besoin de se retrouver, mais aussi à cause de ce qu'elle s'était affligée. Quand on s'est revus, je me suis mis en colère, voyant ses avant-bras mutilés. Elle le prit mal, contrariée de se faire gronder, elle partit en faisant la tête. Alors je lui ai dit que c'était son choix. Si elle n'avait pas envie de me parler, j'ai laissé faire, puis le soir, j'ai reçu un petit message du style « Tu me manques, tu me boudines ?» Pourquoi irais-je nourrir encore son mal? Un mot en entraîne un autre, pour laisser passer le meilleur. Puis on a recommencé à se revoir. Je me suis rendu compte que son esprit était encombré par des personnes qui la sollicitent,
de phrases, de mots, de bêtises, déferlant de possibilités inconsidérables, de promesses. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle laissait faire ce genre de choses. Même si elle était mal, je devais faire en sorte que les autres lui témoignent le respect, pour qu'elle ne soit pas juste une attraction de plaisir. C'est aussi l'arrivée de sa maison, qui commence à prendre beaucoup de place et qui nous plonge dans l'inconnu. De nouvelles responsabilités, être propriétaire. Ce n'est pas simple d'arriver à garder une ligne de conduite, des règles, car le dicton dit bien que les règles sont faites pour être transgressées. Ce n'est pas moi qui en dirai le contraire, car avec elle il me semblait avoir oublié la logique. Aussi vrai que le fait d'être dans un jeu où l'on a du mal à contrôler ce qui nous arrive, que le tourbillon qui nous emporte est si fort qu'il nous fait perdre la notion de réalité. Du temps qui passe, se voir envisager une vie à deux, d'avoir des projets. Mais voilà, à un moment, il faut revenir sur terre et se dire que l'on n'est pas seul, autant moi que elle. Il y a mes enfants, elle, ses copains. Alors pour moi, c'est préférer partager juste des moments privilégiés. Apprendre à la connaître, c'est aussi des rires, des discussions, quelques moments volés quand elle s'endort, sous le poids de la fatigue. La découvrir en colère, quand elle n'a pas ce qu'elle voulait. J'aimais ses réactions d'enfant gâté, qui boude quand on ne lui donne pas ce qu'elle veut, ou quand on lui dit non. L'écouter parler, s'emballer, car elle est passionnée. Tendre mais à la fois impulsive. Elle a aussi son petit caractère. Nous avons parlé sur sa façon de voir les choses, et ces mots étaient durs, à la fois remplis de rancœur envers beaucoup de choses, mais aussi envers les hommes. On ne va pas oublier que c'est une belle femme, oui, mais à la fois introvertie, et qui dégage une personnalité forte. Je mortel. Elle était certaine de sa force de séduction qu'elle avait sur l'homme, et qu'elle mettait à ses pieds. Dans sa colère remontée, elle me dit que l'homme était juste un mets, qu'il était consommable, donc, après utilisation, comme il ne lui correspondait pas, elle en changeait. J'ai constaté qu'elle restait amie avec ces hommes qui ne lui portaient pas rancœur d'avoir été quittée. Elle s'évaporait en douceur, dans l'ombre, pour pouvoir à un autre moment exister partiellement, puis reprendre le cours de sa vie. Dans une confidence, elle m'avoua qu'elle pouvait coucher avec des hommes sans avoir de sentiments. Pour finir, elle me dit qu'elle espérait pouvoir rencontrer de cette façon l'amour. Ce n'était pas l'amour. Alors après, pour enlever cela, elle allait prendre une douche pour se débarrasser de l'image de ce qui s'était passé, oublier ce qu'elle avait fait. Il y avait quand même une grande contradiction dans ce qu'elle me disait. Dans cette façon d'être, elle n'éprouvait rien. J'ai senti qu'elle n'arrivait pas à se respecter et qu'elle avait une fausse image d'elle. Elle avait inventé un monde pour ne pas souffrir des mensonges des hommes, qui lui avaient promis et qui au final ont rien tenu. Elle me confia qu'elle n'avait plus confiance et qu'elle ne ressentait plus rien vis-à-vis de l'homme. Chapitre 4. Un travail avec certains risques. France me proposa du travail. Quelque temps auparavant, je lui avais sollicité une somme d'argent sous forme de prêt. Je pouvais ainsi lui rembourser ma dette. C'était de refaire l'intérieur de la maison de sa fille. Elle avait déjà les ouvriers de son côté. Donc ainsi, je remboursais ce qu'elle m'avait prêté. Je m'empressais de lui dire oui. Tout a changé à ce moment-là, car on devait se voir tous les jours avec Princesse. Au début, ce fut amusant, il y avait du monde partout, puisqu'au même moment, chez France, les travaux se faisaient aussi. Je vous rappelle qu'elles ont acheté ensemble une grande bâtisse, divisée en 2 maisons. Donc les premiers mois, rien ne se passa entre nous, car elle travaillait, il arrivait qu'elle aille dormir à l'ancienne maison au calme. Mais au fur et à mesure, France et Princesse avaient posé leur affaire dans leur maison en chantier. Pour que soient séparées leurs maisons, le mur fut monté. Comme elle travaillait la nuit, il fallait qu'elle dorme la journée. Mais elle tenait absolument à rester auprès de moi. Car c'est vrai qu'à cette période, on avait du mal à se quitter. Je devais insister pour qu'elle dorme. Bien sûr, le plus souvent, c'est elle qui avait le dernier mot.
Alors, elle se mettait sur le fauteuil et me regardait œuvrer à mes tâches. Il arrivait qu'elle me regarde travailler des heures entières et sous le poids de la fatigue s'endormait. Alors je me posais et la regardais dormir. Un bel ange. Oui, vraiment, aucun mot pour définir sa beauté. Pourquoi je m'arrêtais? Bien sûr, pour qu'elle puisse dormir, car j'aurais pu faire du bruit. Alors j'ai appris à la regarder. Je connais son corps, même les yeux fermés. Je peux décrire la texture de sa peau, douce. Je sais juste, en la regardant, ses yeux couleur noisette, avec une pointe de verre. Un regard doux, coquin. Quand ses yeux se posent sur les miens, je me sens submergé, envahi d'une agréable chaleur. Je peux y voir la douceur mêlée d'une pointe de tendresse. Ils me font comprendre aussi, fais attention à moi. C'est à double sens. Je peux être vraiment méchante si tu m'oublies ou si tu t'occupes pas de moi. Je garde dans ma tête ces éclats de rire qui remplissent la pièce. Nos moments câlins, nos discussions sans fin. Alors lui dire de partir, impossible. Quand on commençait à parler, on ne pouvait plus s'arrêter. Et quand elle m'écoutait parler, je regardais dans ses yeux une lueur, un éclat, un regard manifestant un sentiment malicieux. Je garde en moi ces moments, ils restent privilégiés d'une rencontre improbable, pour faire que le temps ne puisse pas effacer de ma mémoire, quoi de plus naturel que de les écrire. Une voix douce et tendre, qui faisait attention à moi, qui me disait des mots que j'aimais entendre. Il y avait beaucoup de tendresse. Je n'ai pas su, ou juste pas vu, que la vie me donnait un vrai cadeau du ciel. J'avais l'habitude de lui dire « Tu es un ange parmi les hommes », mais j'ai dû aussi lui faire du mal, car je n'ai pas vu ou pas voulu voir son amour. Mais il y avait tellement de contradictions. Elle voulait pas une vraie histoire de cœur, mais ses mots disaient à un moment tantôt soit mon ami, tantôt le contraire, ou bien c'était moi qui comprenais que ce que je voulais simplement entendre. Le jeu du chat et la souris, les travaux avançaient, avec un peu de mal à avoir une mesure quand il faut chercher la note pour être en harmonie selon la symphonie. Nous avançons, malgré que je ne comprenais pas des fois ce qu'elle avait dans la tête, les plans qu'elle imaginait pour sa maison. Pas toujours simple de projeter nos désirs, alors il a fallu qu'elle m'explique. Pour la taquiner, je lui faisais répéter souvent, en lui disant « Tu es sûr ?» Bien sûr qu'au début, il y a cette effervescence, où l'on ne pense pas que l'on puisse aller dormir, de peur de louper quelque chose. Pour elle, c'était de mettre son empreinte. Elle a commencé par repeindre le mur de la cheminée. Pour moi, il y avait tout à faire. Ça allait de la plomberie à monter des murs, le carrelage, faire les évacuations d'eau, une petite partie de plaisir. Les maçons ont même fait un pari que je ne pourrais pas exécuter toutes ces demandes. Commençons par la douche. Elle voulait une baignoire sur 3 niveaux. Avec une douche, il a fallu que je trouve des matériaux légers, parce que dessous, il y a du vide. Il ne me fallait pas affaiblir la chape. Ah oui, faire arriver l'eau et bien sûr les évacuations. J'ai gentiment demandé au maçon s'il pouvait me prêter un marteau-piqueur pour creuser les fondations. Il m'a fallu faire une pente pour que l'eau s'évacue et qu'elle puisse sortir. Installer un cumulus que j'ai mis dans le dressing. Ça m'a pris du temps mais le résultat était là. Pour finir, j'ai carrelé la salle de bain, une pièce environ de 14 mètres carrés. Ensuite, le couloir. Pour finir, la cuisine que j'ai entièrement imaginée avec un nouveau carrelage. Elle a fait poser une mésaline en bois. Puis il a fallu faire toutes les peintures de la maison. Tous ces petits travaux ont pris, bien sûr, quelques mois. Après, il y a l'extérieur. Faut pas oublier que c'est que des graviers. Donc, pas de clôture. Je continue. Pendant les travaux, s'il arrivait qu'elle dorme, ce n'est que d'un œil. Si jamais je bougeais, elle me demandait où j'allais. Je jouais de stratégie pour pouvoir m'en aller. Elle s'en rendait compte rapidement, m'appelait pour ensuite pouvoir s'endormir rassurée. Alors, la plupart du temps, elle posait la tête sur mes genoux pour être sûre que je ne bouge pas. En vrai, pour tout vous dire, j'aimais ça. Ça me plaisait, elle était toujours là avec moi. Une gentillesse, une douceur. Oui, je peux dire que j'ai été vraiment
épris de cette jeune femme qui avait besoin d'être aimée. On travaillait souvent ensemble. Son premier travail, comme je l'ai dit, a été de peindre le mur de la cheminée en blanc, et au-dessus d'y faire un grand dessin, et puis en bas d'y poser son autographe. Hors de question qu'elle travaille tous les jours, je lui ai imposé d'aller dormir. C'était peine perdue, c'était comme parler à un mur. Trouver un compromis. Pour qu'elle se repose, on instaurait un dilemme. Je travaille le matin jusqu'à 14 heures environ. Après, je devais faire la sieste avec elle pour qu'elle puisse dormir. Fallait que je sois là. Les premiers temps, elle était dans une forme de jeu, alors me demandait des massages au lieu de s'endormir de suite. Il y avait des moments chatouilles. Que s'est-il passé? Elle révélait en moi mon inconscient refoulé. Il se passait rien de mal. On cherchait, oui, à se découvrir. On jouait à un jeu très doux et attentionné, où on ne peut voir le mal. Je me laissais guider par cette jeune fille. Vous connaissez l'expression « jeu de main, jeu de vilain ». Eh bien, au fur et à mesure, cela procurait de plus en plus d'envie. Difficile de se contrôler, de ne pas avoir une érection et de garder sa place, même si elle me provoquait, sans jamais aller plus loin. Dans son sourire, je lisais « Comment tu peux me résister ?» Je lui disais qu'elle était trop jeune pour moi, que mon fils était plus âgé qu'elle et que je pouvais être son père. J'avais 42 ans, on a 24 ans de différence. Elle me provoquait, me poussait aux limites de ma résistance, ce qui l'amusait et à la fois lui faisait peur. Elle me l'avoua dans un sourire timide, qu'elle avait du mal, mais qu'elle était transportée, hésitante à la fois, en voulant que ça ne s'arrête jamais. On sait bien où conduit l'insouciance, mais cela me semblait impossible, dirais-je, inconcevable. Comment expliquer cela? Je m'étais octroyé le pouvoir du contrôle, si je peux dire. Peut-être l'illusion de vouloir croire que c'était moi qui contrôlais, tandis que le jeu se poursuivait, chaque jour je perdais du terrain. J'ai découvert en elle une femme enfant, qui arrivait à absorber ma volonté et me submerger dans un jeu, traquant les points sensibles qui stratégiquement se montraient utiles pour la faire craquer, mais toujours dans le respect de l'autre, où on ne pensait pas dépasser les frontières. Je découvrais vraiment son corps sous toutes les coutures. Pour vous dire, je m'en amusais comme un gamin. Elle aimait ça aussi, garder à l'esprit qu'il n'y a pas de nudité. D'autres fois, c'était elle qui me faisait des câlins. J'entends par là passer la main sur mon dos, dans les cheveux, ou simplement m'avoir dans ses bras. Là, je vous parle juste de douceur, sans arrière-pensée. Entendez bien qu'elle porte toujours ses dessous et moi mon caleçon. Il eut le jour où je travaillais, elle se pointa nue en sortant de la salle de bain. Je lui fis la réflexion que j'aimerais qu'elle soit couverte, pour que je puisse encore garder des frontières avec elle, qui me servent de garde-fou. Une réaction pour le moins surprenante. J'espérais, en lui disant cela, faire en sorte que l'on passe pas au-dessus de certaines règles. Pensant bien faire, sur le moment, en allant chercher une alliée, je me confie à sa mère. Rien de terrible, lui exposant le problème, sans rentrer dans les détails. J'ai eu le malheur de faire cette erreur, de parler à sa mère, qui en retour lui a raconté je ne sais quoi, et comment dire. Princesse ne mit pas longtemps pour venir me parler. Ce fut bref et clair. Ah bon? Je ne comprenais pas. Je l'ai regardé, l'air surpris. Pourquoi ce ah bon? Elle me répondit car tu vas te plaindre à ma mère. Je n'aurais pas imaginé que France puisse dire que je suis venu me plaindre de l'attitude de sa fille, car ma démarche était tout autre. Je n'étais dit qu'elle aurait pu lui dire ou lui suggérer de ne pas se promener nue. Imaginez ma surprise. Je suis resté là, à la regarder comme un idiot, en hésitant quoi lui répondre. Simplement accepter. Un jeu incontrôlable. Il vous faut garder à l'esprit qu'entre nous, il n'y avait pas de relation autre qu'amicale, et qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Je pense qu'au début, elle aussi n'aurait pas imaginé que l'on ait une relation et de plus durable, car elle avait comme objectif de me faire craquer, comme elle me l'avait si bien dit. J'étais un peu sur la réserve, être à la fois utilisé comme un jouet. Pourquoi pas? Juste des moments volés, sans que les autres le sachent. Je m'imaginais un tas de choses, voire extrapolées. Je pensais le pour et le contre. Je me disais pourquoi pas? Une histoire où l'on ne cherche pas à se mentir. Chacun connaît l'autre.
Aucune promesse que l'on ne pourra tenir, pas d'engagement. De plus, je savais qu'elle voyait quelqu'un. Le comble, c'était que sa mère lui disait des choses contre moi. Je ne pouvais pas, à ce moment, imaginer autrement que de rester dans l'ombre. C'était un jeu à double tranchant. Je connaissais et je comprenais les règles. Donc je comprenais qu'elle gardait ses distances. Vu nos discours, sachant que l'un comme l'autre ne voulait pas reproduire le passé pour en souffrir. L'idée était qu'on ne fasse pas de promesses qu'on ne pourra tenir. On trouvait ça logique, donc pas de prise de tête. Avoir une relation cachée, que personne n'en souffre, pourquoi pas? Je continuais à sortir avec mes copines, dont la mère de Princesse en faisait partie, qui était amusant, mais à la fois compliqué. Je recevais des messages de Princesse me demandant ce que l'on faisait, si ça allait. En parallèle, elle écrivait à sa mère. Quelquefois, il lui arrivait de m'envoyer des messages pas très cool, un peu comme des reproches, des petites attaques. Je n'étais pas très bien quand elle faisait ça. Très vite, les filles se sont rendues compte qu'il y avait un rapprochement avec Princesse. Elles supposaient qu'il y avait un début d'histoire. Elles m'ont questionné, tiré les vers du nez, car elles étaient sûres de ne pas se tromper, et elles avaient compris notre petit manège. La seule qui n'avait rien vu, c'était la mère à Princesse, trop occupée. Les choses sont bien devenues de plus en plus compliquées au fur et à mesure que notre jeu grandissait. On était de plus en plus proches. Si l'on peut dire, je commençais par me sentir bien, plutôt à être bien avec elle, oui. Oui, plus complice. C'est être encore plus proche, voire même oublier qu'il y a du monde autour de nous. Imaginer, penser peut-être être seul avec cette fille qui fait arrêter le temps. Penser 1000 choses, se dire que tout est possible, l'illusion de pouvoir fermer la porte et d'en ouvrir une autre. Considérer pour une fois que les choses fonctionnent bien, alors continuer à avoir des moments câlins qui s'intensifient en oubliant qu'il faut travailler. Et pour elle, d'aller dormir. Trouver comment la faire vibrer, chercher ses points sensibles tout en jouant, la découvrir. Il y a ce jeu fort entre nous. Je n'arrive pas à me dire qu'il peut y avoir une fin, puisque l'on monte un peu plus tous les jours dans notre folie. Elle aime que je la morde dans le cou, ce qui la rendait féline. La mordre ensuite dans le creux des reins, ce qui lui faisait perdre le contrôle. La ressentir, être envahie d'un désir jusqu'à se laisser embrasser entre les seins. Puis revenir en douceur sur le ventre, alors que les doigts glissent sur la chute de ses reins, tandis que la main passe dans ses cheveux. J'aimerais dire qu'il est si facile de pouvoir résister à l'envie de la tentation et du désir. Puis ressentir qu'elle va se cambrer pour laisser passer la main et laisser dans cette chambre une atmosphère torride et palpable, dont les seules empreintes sont les suçons qui couvrent son cou comme une preuve de ce qui venait d'avoir lieu, au risque de se faire dévoiler par France et aux autres personnes. Puis nos messages sans fin, nos discussions jusqu'au bout de la nuit, pour ne pas dire jusqu'au matin. Oui, j'ai envie de vous dire que cette forme de relation, je vous la souhaite à vous aussi. Quand on peut imaginer, plutôt palper l'énergie que l'on déploie, que face à nous, la femme nous renvoie son désir d'être aimée. Mais pour le moment, il n'y a que ce jeu qui nous mène, avec la peur que je la brusque. Possible que je m'emballe tout seul? Aurais-je pu me tromper? L'envie que l'amour soit réel, même si éphémère. Mais si on prend le temps de comprendre l'être aimé, cela peut durer toute une vie. Je vous conte mon histoire avec une telle facilité que je ne peux empêcher les mots de venir à moi, l'un après l'autre, en espérant qu'ils sauront vous captiver, vous amener vers ces moments vécus. En écrivant ce livre, il est possible que je recherche à retrouver mon équilibre. Et en même temps, existe en moi cette crainte d'arriver à la fin de mon livre et de ne plus pouvoir ressentir toutes ces émotions que j'ai au travers des souvenirs. Et que j'accepte que je puisse être moi-même fautif, alors que tout était plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté ce livre. Ce n'est qu'une petite partie, tout droit réservé. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdit. Toute reproduction que ce soit est passible d'une peine d'amende. Ce livre a été posé, imprimé et archivé en 2018.